Donc on se retrouve effectivement aujourd'hui pour parler de ce conseil, des conseils à avoir pour l'UE9. Donc avant de commencer, je souhaiterais introduire un petit peu mon propos. Donc je me présente, moi je suis Shamsia Mohamed, je suis professeure de comptabilité, donc je préfère dire professeure de comptabilité parce que ça englobe en fait la comptabilité de manière large. Actuellement, j'enseigne l'UE10 de comptabilité approfondie et le DSCG 4 qui parle de comptabilité et d'audit. Alors, je vais juste enlever sur euh, les petits liens, comme ça mon document il sera plus propre. Donc voilà, c'est les deux grosses matières qui, pour l'instant, sont mon cœur de métier. Après, l'UE9 de comptabilité, bah, c'est une matière que je connais bien aussi, sur laquelle j'ai déjà pas mal travaillé, et sur laquelle j'ai déjà voilà, fait des modules de révision, etc. Donc, voilà, je peux vous en parler aussi très bien. Pour me présenter également, vis-à-vis, de ma collaboration avec Fishben. Donc c'est une collaboration qui date depuis 2022. Je pense que j'ai commencé, j'ai commencé avec eux, depuis le départ. J'aime beaucoup travailler avec cette entreprise parce qu'ils laissent vraiment une large autonomie à ce qu'on demande. Ils nous écoutent, donc quand on leur dit, bah, pour faire passer, telle et telle matière, bah, ce qu'il faudrait, c'est faire comme ci et comme ça. Enfin, franchement, on est très écoutés, ils nous laissent faire comme on a envie et puis comme on a besoin de faire dans nos cours. Et puis voilà, on connaît assez bien notre travail. Et ce qui fait que je pense les cours sont très bien, les cours reprennent vraiment tout le programme. Et en même temps, il y a des entraînements aux examens qui sont présents, qui sont proposés tout au long des cours. Et particulièrement sur l'UE9, il propose également des sujets inédits type examen, de manière à ce que vous ayez vraiment des entraînements blancs pour vous préparer au mieux. Voilà, pour finir un petit peu sur ce propos introductif, c'est un métier que je fais depuis très longtemps, donc très longtemps, très longtemps. Voilà, j'ai commencé en 2003 à enseigner la comptabilité, donc c'est des points, notamment ces modules de révision que je maîtrise bien, je sais comment on révise. Voilà, donc voilà, j'ai essayé plein de choses et je vous donne un peu mes conseils parce que je les ai testés avec mes étudiants. Voilà pour ce propos un peu introductif. Maintenant, pour vous présenter l'épreuve. Donc, c'est une épreuve dont l'objectif est de vérifier que l'étudiant maîtrise correctement les mécanismes de base. Donc, les mécanismes de base, c'est savoir enregistrer les opérations courantes, savoir maîtriser c'est quoi le débit, c'est quoi le crédit. Puis, on va vérifier que vous maîtrisiez les mécanismes comptables. Est-ce que vous savez jouer un peu sur le débit, sur le crédit? Est-ce que vous savez correctement quels sont les impacts sur les documents de synthèse, etc., etc. Donc, on est vraiment sur les opérations de base, puisque après, sur l'UE10, on va s'appuyer sur ces notions de base pour vous faire évoluer sur des notions un peu plus complexes. Donc, les étudiants que je récupère en UE10 me font toujours un peu sourire. Ils ont l'impression qu'ils ont tout vu en UE9. Non, mais voilà, on vérifie déjà que cette UE9 comptabilité est acquise pour pouvoir passer à la suite. Donc, on vérifie que les notions sont comprises, c'est-à-dire dans une compréhension un peu notionnelle, mais aussi dans une mise en œuvre technique. Donc, tout au long de ces conseils, je vais beaucoup scinder cette partie technique et cette partie notionnelle, puisque finalement, en fait, les deux vont se rejoindre. Si vous avez bien compris au niveau notionnel, la mise en œuvre technique sera facilitée. Et si techniquement vous maîtrisez bien, eh bien, ça va nourrir cette compréhension des notions. Il est composé, donc c'est une épreuve, pardon, qui est composée de 3 à 4 dossiers, ça va dépendre. Euh, il y aura toujours un dossier sur les opérations courantes. Donc c'est souvent un des dossiers qui vont être au cœur du sujet de l'UE9, avec notamment les factures et les règlements. Donc vraiment, ça, s'il y a quelque chose sur lesquels vous ne devez pas faire d'impasse, c'est les factures et les règlements. Donc moi, sur ces conseils-là, je vais beaucoup vous donner une méthodologie sur comment appréhender une facture. Donc, quelles sont les questions à vous poser pour ne pas passer en fait à côté d'éléments que vous auriez pu voir et que voilà, que, enfin, c'est vraiment des erreurs d'inattention. Donc, j'ai beaucoup axé
l'étude des factures sur une certaine méthode, donc à voir. Les règlements, beaucoup, donc les règlements de service, les règlements, de factures à l'étranger, les règlements de lettres de change et cetera. Ensuite, il y aura un dossier sur les opérations périodiques, donc investissement, financement. Il y a d'autres opérations périodiques telles que, les opérations mensuelles, les salaires, la TVA. Alors, soit vous l'avez sur un dossier qui va s'appeler dossier sur les opérations périodiques, soit il va correspondre, on va le retrouver sur les opérations courantes. Donc, ça va dépendre de comment est ficelé le sujet. Ensuite, vous avez un dossier sur les opérations d'inventaire. Donc, les opérations d'inventaire, c'est entre 4 et 6 points. Les opérations d'inventaire, ben, ce sera les amortissements, les opérations de régularisation, etc. Et ce sera quand même assez fléché. On va vous dire: «Voilà, il y a 2 opérations de régularisation dans telle annexe, faites-les». On ne va pas vous demander, de traiter un dossier de manière très globale et ce sera à vous de les retrouver, par exemple. Donc ce sera quand même assez fléché par rapport à ça. Et il y a souvent un dossier qui porte sur des notions de cours. Donc ça peut être un dossier autour du droit comptable. Donc quand je dis droit comptable, c'est, la normalisation comptable, sur, quel est le droit autour de la comptabilité, combien d'années il faut conserver les documents comptables, comment est-ce qu'il faut gérer, tout ce qui est, comment on appelle ça? La sécurité des données comptables et cetera. Et de plus en plus, il y a des questions autour de l'environnement numérique. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu sur, mes pronostics. Alors j'ai pas fait une grosse partie pronostic parce que, bah, je vais vous le dire un peu tout au long, heu il faut faire le moins d'impasses possible. Honnêtement, moi, j'aurais du mal à vous dire, «Révisez plutôt ça ou révisez plutôt ça», parce que, ben, si vous faites des impasses et que vous tombez sur un sujet que vous n'avez pas compris, bah, c'est qui tout double, quoi. Vous aurez du mal à vous aurez du mal à rebondir dessus. Après, oui, il y a des tendances et aujourd'hui, il y a une tendance autour de l'environnement numérique parce que c'est quelque chose, qui est vraiment en train de modifier en profondeur les métiers de la comptabilité, et donc je ne ferai pas l'impasse sur cette partie-là. Je ne ferai pas non plus l'impasse sur les factures. Donc voilà, comment se préparer à l'épreuve? Donc mon propos aujourd'hui est beaucoup de vous donner une méthodologie de travail. Donc, sur les questions techniques, vous allez avoir 3 grands pôles. Donc, moi, j'ai analysé l'ensemble des sujets et j'ai scindé ces questions techniques autour de 3 grands pôles. Donc, le premier pôle, ça va être le pôle des factures. Le deuxième pôle, les autres opérations courantes. Et le troisième pôle, les opérations d'inventaire. Donc, sur ce pôle facture, vous devez prendre le temps d'analyser l'opération. Et pour ce faire, vous allez analyser l'opération en vous posant différentes questions. Donc, mon conseil ici, c'est de vous poser systématiquement sur chaque facture ou sur chaque opération de règlement, facture et règlement de facture, hein, un certain nombre de questions. La première, c'est: est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est une vente? Si on va trop vite et qu'on confond, là, ça peut être, bah, critique, ce sera faux, ce sera faux. Donc les mots-clés que vous devez rechercher: est-ce que la facture a été émise? Donc quand vous dites: «Émis facture machin bidule», c'est que c'est nous qui avons émis la facture. Si on a émis la facture, c'est que c'est une facture de vente. D'accord? Ensuite, si on a le terme «reçu» ou si on a, «service, obtenu», donc là, ce sera plutôt des factures d'achat. Donc je vous montrerai, on fera un petit test comme ça à la fin du pôle facture pour voir un petit peu, comment appréhender. Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'une facture de doigt? Si c'est une facture de doigt, donc en gros une facture normale, eh bien vous devez faire attention à une chose, c'est sur la compte. Parce que sur la compte, vous avez une régularisation TVA à faire. Donc en partie sur la compte, donc la TVA sera déductible ou collectée en partie sur la compte, en partie sur la facture. D'accord? Donc là, faire attention si on a un acompte, mais si on n'a pas d'acompte et que c'est une facture de doigt simple, on y va, on fait la facture de doigt simple. Maintenant, est-ce que c'est une facture d'avoir? Si c'est une facture d'avoir, bon déjà l'écriture sera inversée, ça c'est bien.
Et ensuite, il y a deux difficultés souvent que vous retrouvez sur les sujets et sur lesquelles il faudra faire attention. C'est celle du retour d'emballage et celle de la facture d'avoir avec 2 choses dedans. Donc retour de marchandises plus retour d'emballage, par exemple, retour de marchandises plus rabais supplémentaire, et cetera, et cetera. Donc il faut vous entraîner parce que sur ces factures-là, bah, systématiquement, très, très, très souvent, bah, on a des erreurs. Donc c'est dommage, ça évi on voit tout de suite le niveau d'un étudiant quand on voit qu'il maîtrise ce genre de choses qui sont un peu complexes, bah, ça nous permet de, voilà, de dire: «Bon, là, c'est un étudiant qui a bien travaillé. Ensuite, autre question à vous poser, est-ce qu'il s'agit d'une prestation de service? Ça, c'est important parce que souvent, on ne les voit pas et hop, on oublie qu'il faut faire une TVA en attente. La TVA sera en attente sur la facture et régularisée sur le règlement. Et il faut aussi regarder, est-ce qu'il y a une option sur les débits? Et il faut aussi faire attention à la problématique de la compte avec ou sans option sur les débits. Donc voilà, sur les prestations de service, il faut faire attention à ces trois choses. Ensuite, sur une acquisition avec l'étranger. Sur une acquisition avec l'étranger, il y a 2 problématiques à gérer. La problématique de la TVA et la problématique de la conversion du taux de change. Donc, si jamais, vous êtes sur un achat, donc AIC, acquisition intracom ou importation, la TVA sera auto-liquidée. Si jamais vous êtes sur une vente, eh bien, il n'y aura pas de TVA, sauf si vous êtes sur une livraison intracom et que le client ne fournit pas son numéro de TVA intracom. Donc souvent, en fait, vous allez voir au début de l'énoncé, on vous dira, on partira du principe que tous les clients nous ont fourni leur numéro d'identification intracom et que nous, on a fourni notre numéro d'identification à tous les fournisseurs intracom. Et deuxième problématique, c'est la problématique des taux de change. Donc, vous devez convertir. Et si jamais vous êtes sur un règlement relatif à une acquisition à l'étranger, vous devez faire un gain ou une perte de change. Donc là, vraiment, je vous liste les questions à vous poser et à chaque fois que vous répondez oui à une question, eh bien, vous devez faire attention à tel, tel ou tel petit point. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est à vous souvenir par cœur, au-delà de il faut que je m'entraîne, hein, bien sûr, il va falloir s'entraîner. Ensuite, si vous êtes sur une acquisition d'IMO, donc là, on est déjà un peu sur le pôle 2, qui est le pôle des investissements, eh bien, vous devez calculer le coût d'acquisition. Attention à l'activation de certains frais, hein, vous savez que certains frais sont activés sur option. Et attention à la spécificité des titres, parce que sur les titres, il y a pas mal de choses différentes à faire. Ensuite, sur les autres opérations courantes, vous avez en gros 5 chapitres à revoir. Donc la TVA, donc le calcul de la TVA à décaisser et les écritures de TVA, les salaires. Donc ça, sur les salaires, il faut juste bien connaître ces schémas d'écriture, mais pas grand-chose. Il y a pas mal de notions sur c'est quoi un salaire net, un coût du travail, etc. Les emprunts, donc connaître, il y a deux écritures à connaître hein, au moment de l'octroi de l'emprunt et au moment du remboursement, heu, des mensualités ou des annuités et puis savoir comment fonctionne le tableau d'emprunt. Honnêtement, c'est assez basique comment dire? Comme élément. La lettre de change. Alors la lettre de change et la lettre de change relevée, la lettre de change magnétique. Aujourd'hui, si les sujets sont plutôt modernes, on sera sur une lettre de change magnétique. Donc à ne pas non plus faire d'impasse sur cette lettre de change magnétique. Et enfin, le contrôle des comptes, le rapprochement bancaire, ainsi que le lettrage. Donc on fait le rapprochement bancaire, c'est le contrôle des comptes bancaires, et le lettrage, c'est le contrôle des comptes clients ou des comptes fournisseurs. Là, pour le coup, vous aurez des questions de cours sur à quoi ça sert, etc., etc. Donc, mon conseil pour ces opérations courantes, apprendre les schémas d'écriture, comprendre les problématiques et les notions qui sont sous-jacentes. C'est-à-dire, bah, pourquoi est-ce qu'on fait de la TVA? C'est quoi le mécanisme de TVA, par exemple? Heu comment fonctionne une lettre de change? Etc. Et ensuite, s'entraîner sur un à 2 sujets sur lesquels ils sont tombés. Donc vous voyez qu'il y a 5 chapitres. A priori, vous faites 3 sujets, vous avez, les 3 qui sont tombés. D'accord? En fait, i dès que vous vous dites: «Je fais une impasse», c'est quand même une chance sur 3, un risque sur 3 que vous prenez. Moi, je trouve que c'est un risque important. Après, à vous de voir. Je sais qu'il y a des chapitres, les étudiants n'aiment pas du tout, genre l'aide de change. Je comprends.
je peux comprendre. Mais bah, pour le coup, après, c'est à vous de savoir sur quel risque vous voulez aller. Il y a les opérations de fin d'exercice. Donc sur les opérations de fin d'exercice, l'amortissement, la cession d'IMO. Honnêtement, la cession d'IMO, c'est très complexe et est-ce qu'on peut faire une impasse de Maman, WhatsApp audio. alors pardon, bon, je vais répondre après, c'est mon téléphone qui sonnait. Donc la cession d'IMO, c'est quelque chose de très, très compliqué. Donc à moins d'être vous, sûr de vous, et de me dire: «Vas-y, c'est bon, je peux y aller», allez-y. Sinon, heu, sinon, faites une impasse, mais bon, pour le coup, j'aime pas conseiller de faire des impasses. Honnêtement, je préférerais, que vous appreniez tout et que voilà, personnellement, c'est ce que je conseille à mes étudiants, de faire le moins d'impasses possible. Variation de stock, pareil, c'est très facile, ne faites pas d'impasse dessus. Dépréciation des IMO, des stocks, des créances clients et des VMP. À part la dépréciation des IMO qui est très compliquée, le reste, ça doit tourner tout seul. Provision pour risques et charges et régularisation des charges et des produits. Pareil, il y a 6 chapitres, il y a 2 chapitres par an qui tombent. Eh bien, on fait vite le tour. Mon conseil sur ces opérations de fin d'exercice, vous devez comprendre. Avant d'apprendre la technique, vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ces écritures et quel est le lien avec la présentation du bilan et du compte de résultat. Je prends un exemple, l'amortissement des IMO. L'amortissement des IMO, il a pour but de dire que mon IMO a perdu de sa valeur. Ce qui veut dire qu'à l'actif du bilan, je vais avoir la colonne brute avec la valeur de base, la colonne amortissement avec le cumul des amortissements, c'est-à-dire tout ce que le bien a perdu, et la colonne nette avec la vraie valeur du bien. Donc toutes ces informations sont importantes pour savoir, combien l'entreprise a investi, combien est-ce que ces biens ont perdu de valeur et quelle est la vraie valeur de ces immobilisations? Mais il est important de se dire: «J'ai enregistré une écriture, mais ça a impacté mon bilan de cette manière, ça a impacté mon compte de résultat de cette manière». Donc vraiment sur ces opérations de fin d'exercice, essayez de vous interroger le plus possible sur mon impact sur les documents de synthèse et quel est l'intérêt de faire cette écriture et en quoi ça va donner une image fidèle à mes documents de synthèse. Donc, travailler la technique pour travailler la technique, pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord? Sur ces opérations de fin d'exercice. Ensuite, très rapidement sur les questions notionnelles, il y a 2 catégories de questions notionnelles. Les questions qui vont porter sur la compréhension des points techniques. Donc encore une fois, si vous savez bien faire et que vous avez bien compris ce que vous faites et que vous avez bien compris au-delà de comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire, ça va ensemble. Pour moi, quelqu'un qui a bien compris ce qu'il est en train de faire, comment il le fait et pourquoi il le fait, ça fait partie d'un package. Donc effectivement, par exemple, avant de vérifier que vous savez faire la TVA, on va vous demander d'expliquer le mécanisme de TVA. C'est quelque chose d'assez classique. Avant de vous faire travailler les emprunts, on va vous demander de savoir ben, quelles sont les modalités de financement qui peuvent exister. Question un peu bateau. Donc, ici, vous devez, donc ça va permettre d'expliciter les notions qui sont liées au chapitre technique. En gros, c'est de vérifier que vous comprenez bien et que vous ne faites pas bêtement à recracher des écritures qui pour vous sont du chinois, mais vous avez bien appris votre chinois, vous savez bien le réciter, mais alors vous comprenez rien du tout à ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on va juste permettre de vérifier que, vous traduisez correctement. Donc vous expliquez le mécanisme de T par exemple, expliquer le mécanisme de TVA, quel est l'intérêt de contrôler les comptes bancaires, les différents modes de financement autres que l'emprunt. Voilà, ce sont des questions types de cours. Pour les autres questions de cours, donc c'est ma deuxième catégorie pour ceux qui ont bien suivi, eh bien, on va trouver les définitions. C'est quoi un bilan? C'est quoi un compte de résultat? C'est quoi la définition d'actif? C'est quoi la définition de passif, par exemple? C'est quoi une charge? C'est quoi un produit? Enfin bon, des mots, vraiment, typiques. Donc, apprenez vraiment des choses autour des définitions de base. Les questions autour de la normalisation comptable. C'est quoi une norme comptable? Quel est le rôle de l'ANC? Quel est le rôle de c'est quoi, les normes IFRS, par exemple?
On va également vous, poser des questions autour de l'environnement numérique et comme je vous ai dit, cette partie est un peu entre guillemets «à la mode», donc voilà, c'est des chapitres que je vous conseillerais de réviser. Après pour les questions en cours, j'allais dire malheureusement, vous apprenez ou vous apprenez, enfin il y a pas grand-chose à faire, juste enfin, je dis souvent aux étudiants: «Une fois que je vous ai donné le cours, moi j'ai fait mon taf, je peux rien pour vous». Je dis ça en rigolant en disant: «Ah les questions de cours, moi je peux rien pour vous, il faut apprendre». Oui, il faut apprendre, oui, il y a rien à faire. Sur la méthodologie de travail maintenant. Donc là, j'ai pas mal de conseils à vous donner sur cette méthodologie de travail. Donc ici, alors les questions de cours, cette partie-là, cette partie-là, c'est en général 2 points sur 20. Mais par contre, cette partie-là, elle est évaluée tout au long, des questions. Par exemple, quand on va poser des questions sur la partie TVA, eh ben, on va vous poser des questions de cours sur la TVA. Quand on va vous poser, quand on aura une question sur, un une TVA sur les services, on va vous demander d'expliciter, le mécanisme de la TVA sur encaissement et cetera et cetera. Donc cette partie, la première catégorie de questions, bah, ça va dépendre de combien il y a de questions, donc là, il y a pas de nombre de points limité. Par contre, sur cette question-là, c'est en général 2 points. Voilà et sur cette question-là en fait, honnêtement, il y a pas mal de questions de cours, de manière, générale pour vérifier que vous avez compris, hein. Donc ça peut aller, là, on peut être sur 3, 4 points facilement, hein. Donc il faut pas hésiter à rédiger vos réponses, surtout sur les questions de cours, hein. Ne dites pas: «C'est de la compta, donc c'est un élément chiffré, donc moi je mets, sur les questions de cours, je bâcle». Non, on attend de vous que vous rédigiez vos réponses, on attend de vous que vous explicitiez, que vous voilà, qu'il y ait un effort de rédaction dessus. Ensuite comment est-ce que vous travaillez? Moi, je vous conseille d'imprimer les annales des 4 à 5 dernières années avec leurs corrigés et ensuite de travailler pôle par pôle. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites: «Là, c'est bon, je révise mes factures, j'ai appris mes écritures, j'ai vu quelles étaient les problématiques qui sont liées». Par exemple, je sais que, pour les factures sur service, eh bien, je dois utiliser un compte 44-58 TVA en attente au moment de la facture et au moment du règlement, je dois faire ma régule de TVA en, si c'est une facture de vente, en débitant le compte 44-58 et en créditant le compte 44-57-1 TVA collectée, ou si c'est une facture d'achat, je dois faire l'inverse, par exemple. Donc j'ai révisé comme ça sur toutes mes factures et après, je prends tous les chapitres, toutes les annales. Moi, je vous conseille de les imprimer. OK, c'est pas très écologique, mais ça va vous permettre déjà de manipuler le papier, chose que vous allez faire du jour de l'examen et puis surtout, vous surlignerez, vous annoterez, ce sera beaucoup plus riche que d'avoir un truc, sur, l'ordi. Perso, je suis un peu vieille école, ça se voit pas, mais voilà, je suis, vieille école et donc honnêtement, c'est bien de les avoir papier. Parce que ça vous va vraiment vous permettre de griffonner et puis vous prenez vos 4 sujets et vous faites toutes les factures. Sur les 4 sujets et normalement, au bout du deuxième, troisième ou quatrième sujet, j'espère qu'au bout du deuxième, vous vous direz: «Ah là, c'est bon, je commence à comprendre» et vous irez de moins en moins voir le corrigé. Ensuite, vous prenez le troisième sujet et vous dites: «Ah bah là, c'est bon, je commence à maîtriser». Faites le quatrième sujet: «Là, c'est bon et j'ai tout vu» et vous faites ça, en fait, pôle par pôle. Par exemple, je vais vous montrer le sujet 2022-2023. Donc là, je vais arrêter le partage de ça et je vais vous montrer le sujet 2023. Donc, par exemple, sur ce sujet 2023, donc déjà, il faut commencer à lire. Donc, vous voyez que ici, vous allez avoir le nombre de points. Donc, 7 points pour les opérations courantes, 6 points pour les opérations périodiques et 7 points pour les travaux d'inventaire et d'élaboration des comptes annuels. Donc ici, il faut que quand vous lisiez le sujet, vous ayez quand même une lecture active. Certains passent cette partie-là et vont directement derrière. Non, évitez. Donc vous voyez que c'est une société, donc qui est installée à Saint-Dizier, qui fabrique des vitrages.
Donc vitrage, on est dans la fabrication, on sera déjà sur une opération, sur une entreprise de service industriel. Donc peut-être qu'elle fabrique, donc on voit qu'elle va euh, vendre des produits finis, acheter des, comment dire, des matières premières et peut-être qu'elle va installer. Donc il y aura peut-être des prestations de services également. Ensuite, on voit que l'entreprise fabrique différents vitrages, donc on va être sur du compte 701 et du compte 601, donc vente de produits finis. On voit que pour fabriquer, l'entreprise acquiert d'autres matières premières, donc à part les plaques de verre, etc. On voit qu'elles sont stockées sur un site, donc peut-être qu'il y aura une opération sur les stocks. Ton activité est soumise à une TVA de 20%. Donc là, après, il faut maîtriser un peu votre calcul mental. Ensuite, alors attendez. Je sais pas pourquoi je vois plus apparaître les questions, donc je vais juste vérifier qu'il n'y avait pas d'autres questions. Bon, je vois plus les questions. Donc, Michael, s'il y a une question, tu me fais signe hein, Ah oui, c'est bon. C'est bon, je vois les questions. Alors, j'ai une question qui me demande est-ce que c'est utile de faire les sujets avant 2020? Alors, c'est vrai qu'en 2020, on a eu une réforme et du coup, est-ce que c'est utile de faire? Bah, si vous avez 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait déjà 4 sujets. Si vous considérez qu'avec 4 sujets, vous arrivez à maîtriser et ça vous permet d'engranger de la confiance, ça suffit. Si vous voulez vous entraîner encore plus, vous pouvez remonter un peu plus loin, tout simplement parce que, eh bien, les sujets se ressemblent beaucoup sur les 3 pôles techniques. Les 3 pôles techniques, les factures, c'est les mêmes factures. Les difficultés, c'est les mêmes difficultés. Il y a peut-être éventuellement la partie environnement numérique qui ne sera pas au programme. Vous voyez? Donc, sur le gros de ce qu'on a vu, si vous avez besoin et si vous sentez qu'il y a 4 sujets, c'est pas suffisant, remontez. Ça vous fera toujours beaucoup plus comment dire, euh, de sujets pour vous entraîner. Ensuite, on vous dit, la société Dania n'a exercé aucune option en matière de TVA. Ça veut dire que si elle vend des services, elle est sur de la TVA sur encaissement. Les numéros de TVA Intracom sont systématiquement mentionnés sur les factures échangées avec ses fournisseurs et ses clients. Ça veut dire que s'il y a des factures avec l'étranger, eh bien, vous partez du principe que c'est donné. Les frais accessoires sur achat s'enregistrent sur des comptes de charges par nature. Ça, les étudiants ont du mal à comprendre cette notion-là. Ça veut dire que si vous avez des frais accessoires type frais de transport, il faut les enregistrer dans un compte 624. Voilà. Et non pas dans un compte 608, parce qu'on peut les enregistrer dans un compte de frais accessoires qui est le compte 608. L'entreprise a décidé d'embaucher quelqu'un, donc peut-être que vous allez avoir des salaires. Et enfin, vous faites une période d'essai au sein du service du comptable et vous êtes amené à utiliser le logiciel de gestion intégrée. Peut-être que vous allez avoir une question sur le PGI. D'accord? Donc, ayez une lecture un peu active au départ. Ensuite, vous voyez que opérations courantes, on vous demande de procéder à la comptabilisation des opérations courantes pour le mois de septembre et d'octobre. Et vous avez le document 1. Vous devez en fait évaluer les opérations euh, qui figurent dans le document 1. Donc, j'ai surligné en bleu tout ce qui va concerner le pôle 1. D'accord? Et vous pouvez surligner dans une couleur tout ce qui concerne le pôle 1, tout ce qui concerne le pôle 2 dans une autre couleur. Puis comme ça, en fait, quand vous avancerez vos sujets, vous verrez que tout le sujet a été traité ou non. Ensuite, on vous dit que la société dernière... Appelant inconnu. Décidément. On vous dit que vous avez reçu la livraison de palettes métalliques d'un fournisseur espagnol. Donc, en fait, on vous a livré un lot de palettes mécaniques. Et donc, vous avez un mail qui vous dit que l'entreprise a retenu une durée d'utilisation de 10 ans. Donc là, a priori, les palettes mécaniques, ce sont des IMO que vous devez amortir. Donc, identifier et justifier la nature comptable des emballages. Donc après, voilà, c'est des IMO, vous devez justifier, etc., etc. Donc, en gros, donner la définition d'une IMO, donner la définition d'un actif éventuellement, et vous devez comptabiliser la facture. Donc là, bon,
On va l'enlever, cette partie-là. Je vais enlever Ah, pardon. Je vais enlever parce que c'est plutôt des investissements. Donc, je voudrais pas faire ça dans le lot 1. Voilà. Donc, on va reprendre le document dans le pôle 1, pardon. On va reprendre le document 1. Donc là, vous voyez que vous avez la facture du 2 septembre qui est une réception de la facture. Donc, vous avez acheté, donc c'est une facture d'achat de gaz, donc qui entre dans la composition des vitrages. Donc là, on sera dans un compte 601. Vous avez donc 1 200 euros. Donc au début, c'est toujours quelque chose d'assez facile. Le règlement est prévu par virement bancaire dans 45 jours. Si on ne vous demande pas de faire le virement 45 jours après, vous ne le faites pas. D'accord? Il n'y a pas besoin de le faire. Ensuite, vous avez émis une facture. Donc là, c'est une facture de vente où vous vendez. Donc là, 20 unités de 250 euros avec un escompte de 1%. 4 palettes consignées. Donc là, vous voyez qu'il y a un emballage. La consignation n'est pas soumise à TVA, etc., etc. Là, vous voyez qu'il y a menuiserie au cas. Puis là, vous voyez qu'il y a à nouveau menuiserie au cas puisque vous avez une facture d'avoir. Puis à nouveau menuiserie au cas puisque vous avez une autre facture d'avoir. Et voilà. Donc là, il faut faire attention hein, puisque vous avez des éléments qui se suivent. Donc n'hésitez pas, vous, à y mettre des couleurs, à surligner d'une couleur différente, à souligner d'une couleur différente. Donc là, c'était une facture de vente assez simple. Ensuite, ici, vous voyez que vous êtes sur une émission de facture, pareil, avec des transports. Facture de vente, de droit, assez facile. Là, c'est une facture d'avoir avec un retour d'emballage. Ici, c'est une facture d'avoir. Pardon, ici, c'est une facture d'avoir avec un retour de marchandises. D'accord? Ce qui n'est pas exactement pareil. Ensuite, ici, vous recevez une facture d'un fournisseur étranger. Donc, on est sur de l'acquisition intracommunautaire avec tout ce qu'il faut faire pour de l'acquisition intracommunautaire, notamment de l'auto-liquidation de TVA. Ici, vous vendez à un client étranger. Donc là, client étranger, il faut que vous vous souveniez de ce qu'on fait sur la TVA lorsque vous vendez à l'étranger. Il n'y a pas de TVA. Est-ce que vous convertissez? Oui, parce que c'est 10 000 $ canadiens. D'accord? Ensuite, vous recevez une facture pour de la maintenance. Donc là, la maintenance, est-ce que c'est une facture de service? Oui, donc il va falloir mettre de la TVA en attente. Donc vous voyez, hein, vous vous souvenez qu'il faut vous poser toutes les questions. Est-ce que c'est un avoir? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est une facture avec étranger? Est-ce que c'est une IMO? OK? Donc là, quand vous arrivez à est-ce que c'est un service? Oui. Donc je mets de la TVA en attente. Ensuite, réception par virement bancaire du client canadien. Donc là, c'est un règlement relatif à comment dire, à un client étranger. Il faut faire du gain ou de la perte de change. Donc, vous comparez le montant de la facture au montant reçu et vous enregistrez un gain ou une perte de change. Là, vous dites que vous payez le fournisseur Gestelec. Alors, je répondrai juste à la question de Shadow-Bacras juste après. Donc là, vous voyez que la société Gestelec, ici, c'était de la TVA en attente. Et ici, on va reprendre cet élément-là en faisant de la régule de TVA au moment du règlement. Donc voilà, tout ça, c'était sur la partie euh, pôle 1. D'accord? Et vous faites ça à chaque fois sur l'ensemble des sujets. La question que me pose le Shadowcraft, c'est si on se trompe dans le calcul, mais que les comptes sont justes, est-ce que ça enlève des points? Alors oui, ça enlève des points. Alors après, ça va dépendre beaucoup comment dire, euh, du barème qu'on nous aura donné. Donc il faut savoir en fait qu'on note par compétence. Donc on va vérifier en fait si la personne, elle a compris comment il fallait faire. Donc est-ce que c'est un problème de compréhension? Par exemple, elle a oublié de convertir ou elle a oublié de faire de l'auto-liquidation de TVA, ou alors c'est juste un problème de calcul mental. D'accord? Donc il y a déjà plusieurs niveaux de compétences à acquérir. Et puis surtout, on va noter la cohérence. Ça veut dire que ici, si vous vous êtes trompé au départ et que vous reprenez les éléments à la suite,
eh bien, on va vous mettre normalement la totalité des points. Alors, je dis normalement parce que des fois, sur le règlement, il y a quelque chose encore plus à voir. Par exemple, ici, admettons, vous n'avez pas vu que c'est un service et que vous mettez votre TVA normal et que si vous ne faites pas la régule, eh bien, on va vous enlever des points ici et on va vous enlever des points ici. Parce qu'il y avait deux éléments à vérifier, nous, dans notre corrigé. Est-ce que la personne, elle a mis de la TV en attente? Est-ce que la personne, elle a fait de la régule? Donc, effectivement, le fait que vous n'ayez pas vu que c'était un service, eh bien, ça va compter doublement votre erreur. Donc voilà. Encore une fois, en fait, on note vraiment par compétence. Donc, il n'y a pas de point déterminé sur tel élément de calcul ou sur tel élément de calcul. Voilà pour, le sujet 2023. Pour le sujet 2022, par exemple, est-ce que j'ai fait un début de surlignage? Après, si vous voulez, je pourrais vous les donner aussi, ces sujets-là. Hem, je pourrais vous les donner, ces sujets-là, ils sont déjà surlignés et cetera. J'avance juste un tout petit peu sur mes conseils, de manière à ce que en fait, vous puissiez avoir un peu de temps pour poser vos questions parce que je parle beaucoup. Donc ici, voilà, travaillez tout le pôle 1, ça veut dire que vous faites vraiment tout, tout, tout sur les factures, puis tout le pôle 2, puis tout le pôle 3, et vous allez voir qu'en 3, 4 sujets, voire 5 sujets maximum, vous aurez vu l'intégralité du programme. Ensuite, deuxième conseil, travaillez selon les conditions examen, c'est-à-dire vous travaillez sur feuille. Certains travaillent sur ordi, c'est très bien, mais vous allez remonter, vous allez machin. Oui, bien sûr, à la fin, ça va tomber juste, mais je vous conseille de prendre une feuille et de travailler. Alors après, si vous voulez pas rédiger l'ensemble des questions, ok, très bien, effectivement, un sujet, ça prend 3 heures. Vous n'avez pas forcément le temps pour faire 3 heures, mais travaillez à la main, sur feuille, sans calculatrice et dans un temps limité. D'accord? Donc voilà mes conseils pour, le travail. Ensuite, gérer le brouillon. Ayez toujours un brouillon à côté pour faire vos calculs. Donc dès le départ, demandez un brouillon. Vous faites vos calculs à côté. Il faut que sur votre feuille, ce soit propre, donc que vous justifiez les calculs. S'il vous plaît, ne posez pas vos divisions sur votre copie, on n'a pas besoin. Mais justifiez juste le fait que vous ayez fait tel et tel calcul. Vous devez vous entraîner beaucoup sur le calcul mental. Je sais que ça, c'est quelque chose heu, comment dire? Qui vous chiffonne beaucoup le calcul mental. En fait, plus vous vous entraînez, plus vous allez vous rendre compte que c'est facile. Et gérer le soin sur votre copie. Il faut que votre copie soit un minimum présentée. Notez le nom des dossiers, notez le nom des questions, qu'on puisse savoir quelles questions vous traitez, quel dossier vous traitez. Sautez des pages si vous avez besoin, sautez des lignes si vous avez besoin. Faites en sorte que ce soit aéré, propre et visuellement attrayant. S'il vous plaît, on corrige, donnez-nous envie de corriger. Enfin, sur la partie notionnelle, je donnerai des conseils sur 2 types de conseils. Soit vous visez une sorte de perfection, je dis perfection avec des guillemets et c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Dans ce cas-là, apprenez vraiment, vraiment tout et ensuite, entraînez-vous sur les sujets et vérifiez que vraiment toutes vos questions de cours tombent bien. Ou alors la méthode à minima, vous faites les sujets les 4 dernières années, vous apprenez les questions de cours qui sont tombées sur les sujets, vous vous croisez les doigts d'avoir vu les 3 quarts des questions de cours notionnelles qui peuvent tomber. En vérité, c'est à peu près toujours les mêmes questions qui tombent. Donc vous allez voir au bout des 4 sujets que vous retombez à peu près sur les mêmes questions. Donc, voilà, vous travaillez un petit peu par, occurrence et expérience, et vous, misez sur ça. Donc, voilà pour, mes conseils. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser. Alors pour le compte d'autoliquidation des opérations intracom, on est sur le 44-52. Donc l'intitulé exact du 44-52, c'est TVA due intracom et hors UE, on doit utiliser le compte de TVA collecté 44-57-1.
Alors, pour vous dire toute la vérité, je sais que cette question, heu, elle a elle elle est problématique dans le sens où pour les opérations hors Union européenne, on nous demande de faire de liquidation, mais pour l'instant, on n'a pas de compte spécifique pour faire de l'auto-liquidation hors Union européenne. Donc on attendait le compte. Je sais que mes collègues du E9 ont inventé presque des comptes. Ils ont inventé du 44-53, ils ont inventé, des choses comme ça. Sur le dernier plan comptable qui vient de nous être livré, tout chaud, tout beau, celui de 2025, on a eu accès, nous, en tant que prof de comptabilité, au nouveau plan comptable. Il n'y a pas de compte spécifique pour l'autoliquidation hors Union européenne, donc on nous demande, aux dernières nouvelles, d'utiliser le compte de TVA, collecté. N'hésitez pas vous, peut-être qu'il y aura un comment dire? Heu, des comptes qui vous seront fournis, un extrait de plan comptable de l'entreprise qui vous sera fourni et sur lequel vous aurez la réponse. Alors, quel thème faut-il maîtriser en priorité pour valider l'épreuve? Moi, je considère que quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses factures ne pourra pas valider l'épreuve et ne pourra pas, valider le 6. D'accord? Donc le pôle central de cette épreuve, ce sont les factures, factures de droit, factures d'avoir, factures avec l'étranger, factures avec les services. Donc si dès le départ, c'est à peu près entre 6 et 7 points les factures, si vous ne maîtrisez pas les factures, vous n'irez pas loin. D'accord? Après, quels sont les thèmes à maîtriser en priorité? Voilà, c'est les factures. Hem Après, ça va vous aider à avoir du 6 et encore 6 limite. Si vous voulez aller au-delà du 6, il faut aller un petit peu aussi sur les opérations de fin d'exercice et les opérations de fin d'exercice sont un peu compliquées à comprendre, hein. Donc, je vous conseille plutôt de réviser un salaire, une TVA qui est beaucoup plus abordable. En fait, ça dépend si vous voulez le maîtriser à minima et et j'ai l'impression que la question qui m'était posée, c'est vraiment, voilà, j'ai des difficultés et la question de Baba, je la relis: «Quel thème faut-il maîtriser en priorité pour valider l'épreuve?» Le terme «en priorité» me fait dire que voilà, vraiment, je compte avoir, j'espère ne pas, avoir de notes éliminatoires, comment je dois faire? Et je réponds à cette question-là de ce point de vue-là. Donc les factures, les opérations, périodiques, ce que je vais appeler les opérations périodiques, c'est, TVA, emprunt, comment ça s'appelle? TVA, emprunt, investissement, financement. Voilà, les 4 chapitres et puis, c'est déjà pas mal. Voilà et puis entraînez-vous sur les sujets, au moins sur les pôles 1 et 2 et vérifiez que vous maîtrisiez bien les pôles 1 et 2. Parce que c'est bien de dire: «Je maîtrise les factures», mais il suffit qu'on ait loupé un truc, on perd un point. Donc si vous maîtrisez juste les factures et que vous visez le 6 et que vous avez perdu un point bêtement parce que vous avez pas vu que c'était un service, bah, voilà, là vous êtes à 5, il faut tout recommencer, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, s'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question qui me demande: «Vu que le stock n'est pas tombé depuis 3 ans, est-ce que c'est probable cette année que ceux qui font les sujets aiment mettre du stock?» Oui, effectivement, on essaye quand on fait les sujets, donc on est, sollicité, hein, comme, tous les profs de l'éducation nationale à faire, des sujets. Et bien, c'est vrai qu'on va essayer de faire tourner les thèmes. Donc je dis à mes étudiants de l'UE10 de regarder un petit parce que j'enseigne aussi en UE10 beaucoup. Donc je dis: «Regardez les thèmes qui sont tombés en 2020 ou 2021», puisque ça fait 3 4 ans et réviser ces thèmes-là parce qu'effectivement, si l'année dernière, on a eu, tel thème qui est tombé, bon, on va dire: «Bon, l'année dernière, ils ont déjà été évalués, je vais pas refaire comme l'année dernière, on va essayer de changer de thème». Donc oui, bonne stratégie de reprendre un peu ce qui est tombé il y a 3 ans, mais bonne stratégie, je suis d'accord. Après, je le redirai jamais assez, faites le moins d'impasses possible. Faites le moins d'impasses possible, faites le moins d'impasses possible. Est-ce que c'est possible qu'il y ait de la mise au rebut? Oui, la mise au rebut, est-ce que ça fait partie de l'UE9? Je crois que c'est le programme, de la mise au rebut sur l'UE9. Je ne le maîtrise pas entièrement, cet élément-là.
Moi, j'ai vu beaucoup de sessions passer sur l'UE9. J'ai pas vu beaucoup de mises au rebut. Et je peux regarder. Je regarderai de manière beaucoup plus détaillée si ça fait partie du programme ou pas. Parce que j'ai pas le document de travail sous les yeux. Et après, je le recherche là en même temps que j'ai des questions. Et si j'arrive à avoir le document de travail sur l'UE9. Ensuite, concernant les écritures, conseillez-vous de faire des journaux divisionnaires ou pouvons-nous enchaîner les écritures les unes après les autres en suivant uniquement un ordre chronologique? Donc, 9 fois sur 10, on va vous dire que c'est fait dans un journal unique. Donc, pas de journaux divisionnaires. Après, si on vous dit exceptionnellement, c'est-à-dire une fois sur 10, que vous êtes sur des journaux divisionnaires, dans ce cas-là, pas besoin de faire, de faire euh, journal par journal. Vous faites en fait chronologiquement et vous incluez. Alors, j'essaye juste de trouver. Alors, je vais partager mon écran. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être partagé sur mon écran? Parce que j'ai ouvert plein de choses. Du coup, qu'est-ce qui est en train d'être partagé? Non. Alors, juste vous rajoutez une colonne et vous rajoutez une colonne et vous rajoutez, voilà, c'était là. C'est bon, j'ai retrouvé parce que j'avais pas mal de choses ouvertes. Donc, au moment où vous faites votre journal, vous voyez que vous allez avoir vos numéros de compte, ici vos intitulés. Oui, c'est bon. Et ici vos montants débit et vos montants crédit. Vous voyez hein, normalement hein, ce qui s'affiche. Eh bien, il va vous suffire juste de rajouter en fait une colonne à gauche et vous rajoutez ici le journal, le code journal. C'est tout. Et après, ici, en fait, au-dessus, avant les intitulés, hein, vous vous souvenez, vous mettez votre date, quoi. Mais rajoutez juste un code journal et puis faites un journal comme d'habitude. Pas besoin de séparer vos journaux divisionnels. Alors, on me dit que la mise au rebut est au programme, donc voilà. Donc ça peut tomber. Ça peut tomber, mais un peu comme ce que je vous ai dit sur la session, c'est des chapitres qui sont très complexes. Donc, à moins que vous soyez arrivé à un niveau de maîtrise qui est bon, des fois je dis beaucoup, viser à bien maîtriser 80% du programme et à laisser tomber 80% qui est la partie, on va dire, très très complexe, parce que cette partie-là, même si vous la révisez, le jour de l'examen, vous allez vous planter. Enfin, c'est un peu triste à dire, hein, mais vous allez vous planter. Moi, il m'est déjà arrivé de présenter des choses ultra complexes à mes étudiants. Je suis arrivée à l'examen, c'était tombé. J'ai eu 50 copies et sur 50 copies, j'ai eu 0 copie de juste. Donc des fois, je me dis à quoi ça sert de passer 20 minutes, 30 minutes à expliquer un truc, embrouiller le cerveau des étudiants, alors qu'au final, on arrive et personne n'a réussi à le faire. Donc, bon. Donc, viser 80% du programme, maîtriser 80% du programme et mise au rebut, session, ça fait partie éventuellement des 10-20% qui sont complexes. Voilà. Alors, sur les prestations de services, comment doit-on savoir si on doit enregistrer la TVA déductible ou collecter sur encaissement ou directement dans les comptes 44 56 ou 44 57 1. Alors, normalement, sur les prestations de service, alors je vais aller là. Donc, sur les prestations de service, s'il n'y a pas d'option sur les débits, au moment de la facture, vous devez mettre une TVA en attente. Donc, 44 58. D'accord? Et au moment du règlement,
vous devez faire le règlement. Donc, mettons, je suis sur une vente. Mettons, je suis sur une vente. Je vais faire donc 512 banque à 411. Je fais mon règlement et je fais ma régule de TVA 44,58 à 44,57,1. La question, c'est comment je sais que mon compte 44,57,1 est au crédit ou pas? Ou est-ce que je dois le faire inversement? Donc ça, ce sera 44,58 au débit et 44,57,1 au crédit. Normalement, le compte 44,57,1, il est normalement au crédit parce qu'on enregistre une dette de TVA vis-à-vis de l'État. Donc les dettes s'enregistreront toujours au crédit. On va l'enregistrer comme ça si c'est un règlement sur vente. Maintenant, si c'est un règlement sur achat, eh bien, j'enregistre mon règlement 420-512 et j'enregistre ma régule de TVA. 44,56,6 puisque j'enregistre une créance à 44,58. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, si je suis sans option sur les débits, eh bien, sur ma facture, je mets de la TVA en attente, 44,58. Et sur le règlement, je fais de la régule de TVA. Pour la question que me pose Lolo Nova-9, donc j'ai eu de bons résultats toute l'année à l'approche des épreuves. 3 heures de révision en compta par jour, c'est correct ou c'est pas assez? Moi, je considère effectivement que 3 heures par jour, effectivement, c'est correct. Je vous conseille notamment sur 2 jours, par exemple, sur une journée, de réviser tout le pôle 1 facture et sur la journée 2 de faire les 4-5 sujets sur le pôle 1. Ensuite, sur la deuxième journée, sur le jour 3, vous révisez tout le pôle 2. Et sur la journée 4, vous faites tous les exercices autour du pôle 2. Enfin, sur la journée 5, vous faites tout le pôle 3 en révision, c'est-à-dire en apprentissage. Et enfin, vous vous entraînez sur le pôle 3 sur cette journée 6. Et enfin, sur la septième journée, eh bien, vous faites les questions de cours. Voilà, comme un programme type qui pourrait être suffisant. Ensuite, j'ai une question de Tanzan Buni qui me dit: «Bonsoir, je viens d'arriver, j'avais une question. Faut-il justifier nos calculs lorsqu'on comptabilise une opération?» Alors, vous allez avoir, le début des questions qui va être de comptabiliser. Alors, si votre question c'est comptabiliser, on n'a pas besoin de tout justifier, sauf si vous considérez que là, il y a pas mal de, vous avez fait 3 à 4 calculs pour y arriver. Dans ce cas-là, justifiez vos calculs. Moi, je vous conseille de justifier les calculs sur la partie libellé. Donc ici, vous vous souvenez, lorsque vous faites votre libellé, par exemple, vous devez convertir 10 000, 10 000 dollars canadiens à 1,05 le dollar canadien. Et bien là, vous précisez que vous avez fait 10 000 fois 1,05. Comme ça, vous le précisez dans le libellé et ça suffit. Si vous considérez qu'il y a beaucoup de calculs, dans ce cas-là, faites vos calculs, donc arrêtez votre journal, faites votre calcul et continuez votre journal, comme ça c'est facile à lire pour le correcteur. Maintenant, si votre question c'est évaluer et comptabiliser, le correcteur, c'est-à-dire le jury, dans évaluer, il a des points à mettre sur les calculs. Si les calculs ne sont pas présents, il ne peut pas les mettre. Donc, est-ce qu'il faut justifier les calculs? Absolument. Si dans votre question il y a écrit évaluer, et pas absolument, si vous considérez que vous avez fait beaucoup de calculs et qu'il faut vraiment que vous présentiez ça à votre correcteur, dans ce cas-là, vous justifiez vos calculs. Donc, il y a 3 niveaux. Évaluer, obligatoirement, il faut justifier. S'il y a beaucoup de calculs, prenez le temps de les justifier. S'il y a un petit calcul, justifiez-le sur le libellé. Voilà un peu ma réponse. Alors, la question de Lola Nova 9, c'est: il reste limite 8 jours, c'est quoi l'épaule? Alors, vous avez pris le live un petit peu
on va dire, à la fin. Donc moi, effectivement, j'avais vu que les questions techniques s'articulaient autour de trois pôles. Donc le premier pôle, c'était le pôle des factures. Le deuxième pôle, c'était le pôle des opérations courantes. Donc ici, les opérations courantes, c'est TVA, salaire, emprunt, lettre de change et contrôle des comptes. On peut rajouter aussi les investissements, c'est-à-dire les acquisitions d'IMO. Alors, les acquisitions d'IMO, c'est un petit peu sur les factures, un petit peu sur les autres opérations courantes. Et le pôle 3, c'était les opérations de fin d'exercice, donc amortissement, cession. Avec la cession vient la mise au rebut, variation de stock, etc., etc. Donc, voilà pour les trois pôles. Mais je vous laisserai le fichier, hein, vous aurez ça si vous voulez le reprendre. Donc, travailler pôle par pôle de manière en fait à dire voilà, ça c'est bon, j'ai révisé, ça c'est bon, j'ai révisé. Et sur les sujets, surligner chaque fois que vous avez fait une partie. Comme ça, à la fin, vous vérifiez que vous avez bien traité tout le sujet. Voilà, je vais prendre encore une question ou deux et puis on arrêtera le live pour aujourd'hui. Je rebondis avant hein, sur s'il y a d'autres questions, j'y répondrai. Mais sur la remarque de Lolo 9 qui me dit, parce qu'il reste limite 8 jours, c'est quoi l'épaule? Bon, alors c'est quoi l'épaule? J'ai répondu, mais il reste limite 8 jours. Oui, enfin, je pense que vous avez commencé à réviser un peu avant. Et puis, juste avant, vous me demandiez, est-ce que si je révise 3 heures par jour pendant une semaine, est-ce que c'est bon? Donc, moi, je vous ai fait un planning sur une semaine parce que vous m'aviez demandé un planning sur une semaine. Oui, pour ceux qui commenceraient qu'aujourd'hui, on est un peu limite. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, bah, s'il n'y a pas d'autres questions et qu'en plus il y a un live juste après sur l'anglais, eh bien moi je vais vous laisser. On m'avait demandé de tenir une heure, ce qui est chose faite. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour les jours qui viennent et pour les épreuves qui s'annoncent. Et puis pour ceux qui souhaitent faire l'UE10 l'année prochaine avec Fishben, eh bien c'est moi qui assure les cours chez Fishben. Donc je vous retrouverai peut-être sur l'UE10 l'année prochaine. Et puis, il y a des entraînements hein, qui sont prévus sur l'UE9, donc n'hésitez pas à aller voir les entraînements de l'UE9. Merci à tous. Au revoir.